Nous en rejoint pour commenter cette actualité Alain Bauer, qui est professeur de criminologie et responsable du pôle sécurité et défense au CNAM. Je rappelle vos plus grandes affaires criminelles passées au crible chez First Edition, ainsi que votre encyclopédie du crime au cinéma chez Grund. Gaëlle James, qui est elle secrétaire générale du syndicat de police Synergie Officier. Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ELAB. Dans votre dernière enquête, 81% des parents se disent inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Et Benjamin Duhamel, le journaliste politique de BFM TV. Alain Bauer, un adolescent de 16 ans poignardé à mort, 2 autres jeunes gens hospitalisés en urgence absolue, une dizaine d'autres blessés. On est dans une affaire hors norme. Hélas, ça se passe à Crépol, Hélas, plus de 500 habitants. Non. Il se trouve que la violence extraordinaire dans ce pays devient une violence ordinaire. Il y a un retournement du cycle de la violence, à la fois par l'incapacité à maîtriser celle-ci. Vous vous rappelez sans doute, il y a 2 ans, de l'affaire du jeune Yuri sur le Beaugrenelle, agressé par une quinzaine d'individus à coups d'à peu près tout ce qui traînait, y compris des béquilles. Vous avez la liste des agressions. On parlait encore il y a quelques jours de policiers en civil ou en uniforme agressés extrêmement violemment, avec quasiment la volonté de tuer sans maîtriser la volonté de tuer. C'est-à-dire, on tue parce qu'on ne sait plus maîtriser sa violence, et en même temps, on ne se rend pas compte qu'on peut tuer, tout en n'assumant pas le fait qu'on tue, avec un espèce d'élément paroxystique qui est une poussée de violence un peu à la TikTok. Il y a un moment comme ça, ensuite on oublie parce que c'est pas grave, puis quand on se rend compte, on s'enfuit. Et donc on ne doit pas s'étonner. Ces processus sont de plus en plus généralisés. La lecture, il se trouve que je fais à peu près ce que Madame fait régulièrement, la lecture des faits divers du jour précédent, qui sont très bien détaillés dans la presse quotidienne régionale. Bien sûr. 90% ne viendront jamais au niveau national. Mais ce sont des dizaines ou des centaines d'événements du même type qui tous ne se terminent pas de manière aussi dramatique, mais tous auraient pu se terminer d'une manière aussi dramatique. Donc on ne doit pas s'étonner, Gaëlle James, que dans une zone rurale, ou autour d'un petit bal populaire, on ait ce type de drame en ce moment. Alors, on ne s'étonne plus, malheureusement, effectivement. C'est-à-dire que ça ne touche plus seulement les villes, mais également les zones rurales. Pourquoi ? Au début de cette affaire, les médias et les députés ont employé le mot ensauvagement. Je ne suis pas d'accord avec ce terme-là, c'est plutôt de l'ultra-violence. Il y a 2 aspects dans cette ultra-violence, c'est-à-dire que on s'en prend à des gens qui représentent l'État, un policier qui fait un contrôle routier, un professeur qui signale un comportement d'un élève, le milieu hospitalier aussi est touché, les élus, puisqu'il y a eu il n'y a pas longtemps le congrès des maires de France où l'insécurité était au cœur des débats. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les faits divers, comme vous le disiez, se terminent quand même globalement beaucoup plus mal qu'avant. On est vraiment tombé dans cette banalisation de la violence. Alors c'est peut-être dû effectivement aux réseaux sociaux, il y a une espèce de sorte de mimétisme effectivement, mais on arrive vraiment à un point de rupture. 9 personnes ont donc déjà été interpellées dans le cadre de cette affaire. Bonsoir David Dunal, vous êtes notre envoyé spécial à Romans-sur-Isère. Où en est-on de l'enquête et des gardes à vue ce soir ? Alors le procureur a communiqué, c'est la 3e communication qu'il fait depuis le début de cette affaire. On en sait un peu plus, notamment sur le profil de la personne qui est soupçonnée d'avoir porté le coup de couteau mortel. On sait qu'il est de nationalité française, qu'il a 20 ans. Il a 2 condamnations à son casier judiciaire, l'une pour recel de vol, l'autre pour le port d'armes blanches. On a pu discuter avec Célia Vallée, avec l'avocate de 4 mises en cause à Romans-sur-Isère. On a pu échanger avec lui. Il est l'avocat de 4 personnes qui ont entre 17 et 23 ans. Ce sont pour certains des jeunes du quartier de la Monnaie, pour d'autres des jeunes qui ne sont pas issus de quartiers dits sensibles selon cet avocat. Il explique que ses clients sont effondrés, que chacun a pu exprimer un mot pour les familles des victimes, et il revient sur le déroulement de cette soirée qui avait lieu donc dans la salle des fêtes de Crépol. Écoutez-le. C'est une soirée évidemment qui a dégénéré, mais c'est une soirée pour laquelle chacun venait pour essayer de passer un peu de bon temps, profiter de leur jeune vie. Et voilà, c'est un drame qui s'est passé à cet instant. On n'en sait pas plus pour le moment. Eux, ils venaient pour faire une soirée. Ils étaient à la soirée. Ils étaient
dans la salle. Ils étaient dans la salle. Ce sont des jeunes gens qui vont à un certain nombre de soirées, évidemment, qui sont habitués à pouvoir sortir, à fréquenter du monde. Voilà, on essaie de dénouer ce qui a pu se passer ce soir-là. C'est beaucoup moins manichéen que ce qui a voulu être présenté. Il faut être extrêmement prudent pour le moment. L'enquête et la justice dévoilera la vérité sur les éléments qui ont pu se passer dans cette nuit du 18 au 19 octobre. Alors depuis plusieurs jours, nous avons pu échanger avec des jeunes de Crépol qui étaient à cette soirée dans la salle des fêtes. Ils nous disent qu'ils ont bien vu ces personnes, ces jeunes être présents dans la salle des fêtes, mais qu'ils n'avaient pas du tout l'attitude de personnes qui profitaient de la soirée. Ils étaient dans une attitude d'attente, d'observation, parfois même au téléphone. Voilà ce que nous disent ici les uns et les autres. David Lunal, donc avec Pierre-Louis Crétin en direct de Romans-sur-Isère pour BFM TV. Qu'est-ce que vous retenez de ces premiers éléments qu'on a, Alain Bauer ? Alors d'abord, il y en a un peu plus qui commencent à apparaître, hein, comme toujours, et notamment les journalistes locaux ont cette capacité à reconstruire des éléments par une insertion, et d'ailleurs, il faut souligner leur importance. Hein, c'est le rôle de la presse quotidienne régionale, bien sûr. Dans l'information. Donc, il y avait des gens dans la soirée et qui ont été, pour certains, si ce n'est expulsés, en tout cas raccompagnés du fait d'une attitude qui paraissait un peu ennuyeuse, et qui sont allés chercher leurs copains pour une expédition punitive. Ils se tenaient mal, moi je parle simplement. On ne sait pas bien, c'est un argument qui aurait commencé entre deux jeunes en question, mais comme c'est très souvent le cas, alors c'est pas une invasion d'une soirée à laquelle ils n'étaient pas invités, cette histoire n'est pas exacte. Ils sont présents. Ça n'est pas une rixe au sens de une organisation volontaire. En fait, c'est un processus qui commence par un petit incident, un incident à la cloche-merle, et qui se termine par une expédition punitive et ce qui est indiqué. En tout cas, c'est ce que je comprends de ce qui m'a été indiqué par les opérateurs locaux les mieux informés, en tout cas ceux qui sont allés au plus près des événements. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la nature du surinage. Car en fait, quand je dis qu'il s'agit d'un retour de cycle, c'est que nous avons connu le même cycle. Dans les années 20, les Apaches fonctionnaient exactement comme cela, mais effectivement, ce qui a changé, c'est... Les couteaux sont réapparus. Bien sûr. C'était les couteaux. Le surin, c'est un couteau, c'est une arme blanche. Et donc, le surinage, le professeur Chevalier raconte très bien ça dans le Subur, Paris, comment c'était. Un casque d'or vous fera un excellent documentaire de docu-fiction moderne là-dessus. Mais en fait, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que l'expansion des zones de trafic de stupéfiants et donc la gestion du trafic de stupéfiants dans des petites villes, et Romans-sur-Isère en fait partie comme d'autres, petites et moyennes villes, amène mécaniquement une augmentation de la violence dans la gestion, le contrôle, la distribution et la diffusion des stupes, et accélère le processus de violence. Les réseaux sociaux ne les accélèrent pas, ils les intensifient, et surtout, ils permettent à tout ce petit monde de se glorifier de leur violence. Et il faut souligner qu'une partie importante du travail très efficace, très rapide de la gendarmerie nationale a aussi été réalisée du fait de l'inconscience violente et de l'inconscience communicante des gamins, enfants, adolescents, jeunes en question. Alors on emploie parfois le terme de gamin, mais en l'occurrence, le GIGN a notamment été mobilisé pour interpeller les suspects, Gaël James. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors effectivement, c'est aussi un message envoyé, c'est pour dire à l'opinion publique, on envoie le GIGN, on ne prend pas ça à la légère. Si vous permettez, je vais revenir sur les propos de l'avocat des 4 mises en cause, qui me scandalise un petit peu. Bon, on ne fait pas le même métier, hein. Il défend les voyous, je défends les forces de l'ordre et les victimes. Quand il emploie le mot « la soirée a dégénéré », il s'amusait. Je suis désolée, moi j'appelle pas ça une soirée qui dégénère. C'est une atrocité ce qui s'est passé. Et personnellement, et j'imagine qu'autour de cette table, on est pareil, on ne va pas en soirée avec des couteaux dont la lame fait 20 à 30 cm. Donc il faut dire les choses à un moment donné. Et puis, les témoins le disent, ils ne s'amusaient pas dans cette salle. Ils attendaient quoi? Je ne sais pas. Mais ils n'étaient pas là pour s'amuser. Alors ça n'échappe à personne, l'affaire est devenue immédiatement et éminemment politique, à tel point que la Première ministre en personne a pris la parole cet après-midi à l'Assemblée nationale. Alors, nous l'écouterons un peu plus tard. Si tout va bien, Benjamin Duhamel, heureusement vous êtes là. Il semble qu'il y ait eu 2 temps en fait dans la réponse du gouvernement sur cette affaire. Tout d'abord, Gérald Darmanin,
on va dire en solo lundi, qui parle d'ensauvagement, de faillite générale. Et puis, depuis, changement de ton, on appelle plutôt à la retenue. C'était le cas notamment du porte-parole du gouvernement ce matin sur BFM TV. Oui, absolument. Elisabeth Borne qui, dans cet extrait à l'Assemblée, qui appelait à la décence et à la retenue, on voit bien que le gouvernement est en quelque sorte pris dans une situation où il n'y a pas de bonne solution. Gérald Darmanin qui... prend ce fait divers, je ne sais pas si on peut appeler ça un fait divers, mais comme un exemple de ce qu'il appelle de l'ensauvagement, au risque de donner l'impression non pas de courir derrière la droite et l'extrême droite, mais en tout cas du moins de prendre cela comme un fait de société, alors que dans le même temps, on a Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui répondait à l'Assemblée nationale en reprochant précisément à l'extrême droite de faire leur miel, de faire comme ce qu'ils avaient fait pour le cas de la petite Lola. Et donc on voit bien qu'en réalité, de deux choses l'une, ou bien on est dans une lecture politique de ce qui s'est passé, et dans ce cas-là, on est accusé d'instrumentaliser ce drame. Ou bien on explique qu'au fond, il y a toujours eu de la violence, et dans ce cas-là, on dit qu'on est naïf. Et donc on voit bien qu'il y a cette difficulté avec une autre difficulté qui est celle d'une sorte d'impression de couloir informationnel dans les réactions. C'est-à-dire que ce qui est très frappant dans ces derniers jours, c'est qu'on a vu toute une partie de la gauche de l'échiquier politique réagir après ce qui était arrivé à ce jardinier qui s'appelait Mourad, qui a été agressé très violemment au cri de sale bougnoule, donc une agression qui apparaît comme raciste, très clairement. Et de l'autre côté, toute une partie de la droite et de l'extrême droite qui, elle, n'a réagi que Vous sur nous la dites quoi? question Chacun choisit ses faits divers? Eh ben, c'est un petit peu cette impression avec, au fond, le débat n'est pas tant celle de l'instrumentalisation parce que ces faits-là sont des drames, quels qu'ils soient. Mais c'est cette impression que les politiques choisissent ces faits divers selon ce qui convient ou ce qui correspond à leur grille de lecture politique. Et c'est ce qui donne encore plus cette impression d'une société polarisée qui est incapable d'arriver à des constats communs. Ensauvagement, faillite générale, enfin, ça a un sens? Alors moi, j'utilise pas le mot ensauvagement parce que je pense qu'il veut rien dire et donc je vais le mettre de côté. Par contre, je pense qu'il y a deux éléments et qu'il faut aller un peu plus loin dans ce que fait le gouvernement qui n'est pas du tout incohérent mais qui est, comme toujours, en même temps, à contretemps parfois. D'abord, le gouvernement a peur d'un AL à l'envers. En même temps, ça peut pas être à contretemps. Hein. Parfois. Ah bon? On peut faire du en même temps à contretemps. On peut faire des fausses non, notes. c'est une notion intéressante. Souvent. Et le gouvernement tient à la fois sa jambe droite avec Gérald Darmanin et sa jambe gauche avec le ministre de la Justice ou la Première ministre. Mais en fait, ce que le gouvernement a peur, c'est d'un AL à l'envers. L'idée générale, qu'un beau matin... la prise en compte de ce qu'un certain nombre de responsables de l'extrême droite, mais pas seulement, expliquent comme l'émergence d'un racisme anti-blanc, je cite entre guillemets, ce n'est pas mon propos, mais il faut l'entendre. Non, mais on l'entend sur les plateaux de télévision. Peur d'une réaction extrêmement violente où on n'aurait pas un phénomène gilet jaune contre l'État, mais un phénomène de réaction contre les quartiers, les cités, les habitants des cités, une identification qui jusqu'à présent a échoué dans la volonté de créer une France contre une autre. C'était y compris le projet de l'État islamique dans les attentats de 2015. Il voulait créer une réaction et une guerre civile interne. Eh bien, ce phénomène revient et chaque fois, effectivement, on reproche de ne pas traiter, durant l'affaire Naël, quelques jours avant, il y avait eu l'assassinat d'un jeune garçon, Matteo, non comme ça je crois. Matteo, en tout cas, je me souviens du prénom. Il n'avait pas été suffisamment et relativement peu médiatisé, et une partie de la presse avait fait ce reproche, comme si un mort... On choisit ses morts. On choisit ses morts. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu qui est de la capacité de la société française, et je vais lancer le ballon à mon voisin, la capacité française à résister à une accumulation de plus en plus forte de meurtres, de violences, d'agressions et surtout de médiatisation naturelle d'une violence qui existe et qui surtout revient. C'est pas qu'elle n'avait jamais existé, elle n'est pas pire qu'avant, mais nous avons eu un cycle de civilisation dans la relation sociale et nous avons un cycle de violence. Nous avons un indicateur, d'ailleurs pour une fois il est à peu près fiable, celui des homicidités. Pas les homicides et les tentatives d'homicide. Oui. Les homicides sont assez stables, les tentatives d'homicide sont au plus haut. Homicide plus tentative d'homicide, des 3 dernières années, ce sont les plus hauts depuis 50 ans. 4000 faits par an en moyenne. C'est énorme. Y compris l'année du confinement. C'est-à-dire que la violence physique ressentie, véritablement vécue par les populations, qui n'est pas un sentiment quelle qu'en soit l'issue, mais un climat d'insécurité, pèse aujourd'hui sur la capacité de la société française à résister. Et le Congrès des maires de France, vous le disiez tout à l'heure, a été extrêmement
impressionnant dans la liste, le nombre et la quantité d'élus locaux de proximité faits pour résoudre les problèmes des gens, de plus en plus agressés pour tout et n'importe quoi, dans des conditions qui amènent aujourd'hui à leur disparition, leur désertion ou leur démission. Bernard Sananès, les Français ont en tout cas un avis très tranché sur ce que révèle la mort du jeune Thomas dans la drogue. Oui, quels sont les chiffres qui vous ont frappé dans votre enquête? C'est un drame de plus, mais c'est un drame qui marquera fortement les esprits. On l'a vu avec l'émotion du nombre de personnes présentes à Crépol dans la marche cet après-midi. Pour les Français que nous avons interrogés pour BFM TV, les événements de ce week-end à Crépol ne sont pas rangés dans la case des faits divers, même exceptionnels. Ils sont le symbole supplémentaire d'une violence qui augmente, comme le disait Alain Bauer à l'instant. Et cette violence, aux yeux des Français, elle a plusieurs manifestations. Ça peut être les incivilités, ça peut être la violence au volant, vous en parliez tout à l'heure, ça peut être les trafics, ça peut être les agressions, les crimes, les émeutes. Il y a différentes manifestations perçues de la violence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit cadre ou ouvrier, qu'on soit urbain ou rural, on partage dans les mêmes proportions ce constat d'une insécurité qui augmente. Et c'est là où je nuancerai un tout petit peu ce que vient de dire Benjamin, en tout cas en ne me plaçant pas exactement du même point de vue. Autant le débat politique apparaît, Benjamin a raison de le rappeler, extrêmement polarisé sur ces questions. Quand on regarde, et je réponds à votre question, qu'est-ce qui me marque dans l'enquête de ce soir, oui. Quand on regarde tous les chiffres, c'est qu'on voit qu'il y a plutôt sur cette question de sécurité, j'allais dire, un consensus assez large, à la fois sur le constat, à la fois sur le ressenti, à la fois on en parlera peut-être sur les mesures, qui fait que, on parle souvent des fractures françaises, et on en parle souvent ici, la sécurité, contrairement par exemple à l'immigration, est plutôt un sujet d'unité, oui. De consensus aujourd'hui dans l'opinion, à l'inverse par contre du débat public. Et des responsables politiques. Et des responsables politiques. Je le disais en début d'émission, les Français disent avoir peur pour leurs enfants. Ils ont peur pour leurs enfants. 8 personnes sur 10. C'est énorme, ça veut dire 80%. 10, ça veut dire une angoisse quotidienne, ça veut dire une angoisse jour et nuit. C'est une menace qui rôde, qui n'est pas présente tout le temps, tous les jours, à tout moment. Mais en tout cas, il y a ce sentiment de vulnérabilité. L'idée que finalement, un drame peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle commune, même si le drame n'a pas eu lieu, même si, on l'a vu dans les émeutes urbaines, ce qui a surpris beaucoup de gens, c'est dans des villes où des petites villes notamment, où il ne s'était jamais rien passé. Et Crépol en est également un symbole aujourd'hui. Vos confrères, la police française est confrontée à cela et à la perception du fait d'être confrontée à de plus en plus de violence. Oui, absolument. Nous sommes en première ligne et nous sommes le dernier rempart de la République. Donc effectivement, vous savez, on tire la sonnette d'alarme depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, les syndicats de policiers, dont Synergie Officier que je représente ce soir, dénoncent l'escalade de la violence. Et pour autant, rien n'est fait. Rien n'est fait au niveau des sanctions pénales. On en parle beaucoup. Il y a ce sentiment d'impunité. C'est-à-dire que les peines planchées ont disparu. On ne sanctionne pas suffisamment. C'est-à-dire qu'à la première infraction, premier délit, on doit sanctionner. En France, on a un arsenal juridique qui existe et qui est très mal employé. Alors, quelles sont les solutions pour les Français, Bernard Sananès? Il y a 3 réponses qui se détachent et qui disent un peu la même chose. Les 3 réponses, c'est d'abord avant tout l'éducation, pour 9 personnes sur 10. Ensuite, le respect de l'autorité et puis la sévérité de la justice. On voit bien que la question de la présence policière ou de la réduction des inégalités sociales, elle, fait moins consensus. Mais ces 3 premières réponses, éducation, autorité, sévérité, elles disent cette demande d'autorité qu'on voit depuis plusieurs mois, j'allais dire plusieurs années, dans les enquêtes, ce respect des règles, ce sentiment que la société est devenue trop laxiste et qu'elle autorise ou qu'elle laisse faire un peu parfois n'importe quoi. C'est vous qui avez la conclusion? Je voulais dire, pour faire synthèse entre Benjamin et mon éminent collègue Bernard, que en fait, les politiques choisissent leur mort, les Français les additionnent. Et pour eux, ça ne fait pas un mort ici ou un mort là, ça en fait 2, et c'est insupportable, et c'est de plus en plus insupportable sur l'ensemble du secteur de la violence vécue, et pas seulement de la violence ressentie, puisqu'on est sorti du problème du sentiment d'insécurité. Cette unification à 80%, elle montre que le pseudo-débat sur l'insécurité n'existe pas et c'est une invention de la droite contre la gauche, a disparu parce que la gauche s'étant effondrée, la réponse de la République s'étant diluée, l'incohérence du processus pénal. Et contrairement à ce qu'on dit, les juges sont très répressifs, mais très tard. Il n'y a jamais eu autant de personnes en prison, jamais eu autant de gens ont été condamnés, jamais de gens ont été condamnés pour des peines aussi lourdes. Mais avec un délai de réponse du système pénal, une incohérence dans l'alternative à l'alternative, une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance, une centième comparution, et tout d'un coup, la prison ferme.
quand le processus est appliqué. En fait, c'est l'incohérence du dispositif, mais pas sa répressivité. C'est sa logique et son efficacité qui pose problème pour les citoyens. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, policiers et gendarmes font plutôt voiture-balai de la société et répondent à des incohérences politiques majeures, comme sur d'autres sujets, malheureusement. À un moment ou à un autre, il faut décider une politique, une seule, et s'y employer une bonne fois pour toutes. Ce qui est rarement le cas dans les processus électoraux français des dernières années. Et intervention de la droite et de l'extrême droite quasi continuelle depuis ces derniers jours. Encore une fois, moi je suis assez mal à l'aise avec le mot instrumentalisation. Elles utilisent des arguments qui sont parfois des mauvais arguments. On voit les expressions français de papier, francocide, qui est un terme qui ne veut rien dire. On entend Marion Maréchal dire pour un Mourad, en référence à ce jardinier qui a été agressé, il y a 100 Thomas. On ne sait absolument pas d'où elle sort cette statistique. Maintenant, la réalité de l'insécurité peut bénéficier à certaines familles politiques, mais elle est de toute façon un fait incontestable que toutes les familles politiques doivent gérer. Et pour rebondir sur ce que disait Bernard, sur le décalage qu'il peut y avoir entre le consensus des Français et le dissensus des forces politiques, c'est une fois encore des forces politiques, notamment à gauche et à l'extrême gauche, qui passent totalement à côté d'un sentiment qui traverse les Français et où il y a un décalage entre la base électorale, les sympathisants et les discours tenus par les responsables. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir. Merci à tous.